était comme prévu retiré du service le 1er septembre de cette année, 91. Ce sont nos ennemis et ce sont nos alliés. De plus, les objectifs de ce qu'on appelle ultime avertissement sont des objectifs militaires de notre stratégie. Ce n'est pas une arme tactique, comme on dit, c'est une arme stratégique. C'est donc relié à l'ensemble de nos armes stratégiques. En plus, la stratégie de la France de dissuasion est faite non pas pour gagner la guerre, mais pour l'empêcher. Donc c'est une arme de Hadès, comme les autres, d'empêchement de la guerre. Bon, très bien, cela dit, je vous l'explique. Après 10 ans de pouvoir, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Eh bien, M. François Mitterrand se situe maintenant dans l'ordre économique dominant. M. François Mitterrand a poussé la France à rejoindre le G7. Il y a un groupe de 7 pays développés qui gouvernent le monde sous la direction générale des États-Unis d'Amérique, mais il y a avec 6 autres qui se joignent à eux. Et cette Pax Americana, qui suit la guerre du Golfe, est en train de conduire le monde dans une situation qui nous laisse beaucoup d'inquiétude. Je lisais tout à l'heure dans Le Monde diplomatique un article sur la mondialisation de la pauvreté. La pauvreté se répand dans l'ensemble des tiers-mondes, c'est ce que je ne cesse d'étudier depuis 40, 50 ou même 60 ans. Et voici maintenant que la pauvreté se répand même chez nous. Voici qu'il y a chez nous une proportion croissante d'exclus. Et quand on parle de la croissance qui va aboutir à réduire le chômage, eh bien cela fait 10 ans qu'on nous en parle. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas 1 million de chômeurs. Il y a aujourd'hui, on s'approche de 3 millions de chômeurs. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Je sais très bien qu'il est très difficile de reprendre les choses parce qu'il faut se dégager de l'ordre économique dominant et que la France y est incluse jusqu'au... Sans dégager comme elle a cherché à le faire en 81-82, elle n'y est pas arrivée. Et alors, ce n'est pas seulement la France qu'il faut critiquer, c'est l'ordre économique dominant. Actuellement, 2 drames essentiels dominent le monde. Premièrement, donc, cette accélération de l'écart nord-sud. Il y a actuellement, entre la classe moyenne de la banlieue parisienne où nous habitons, entre un foyer de la classe moyenne de la banlieue parisienne et un foyer de l'Asie du Sud, l'écart dépasse 100 à 1. Et cet écart ne cesse pas d'augmenter. Et il y a même, alors cette fois-ci en France, un nombre sans cesse croissant de nouveaux pauvres, un nombre sans cesse croissant de chômeurs, et ceci, et un nombre croissant de gens plus riches aussi. Alors l'écart entre les riches et les pauvres à l'échelle internationale, l'écart entre les riches et les pauvres dans les pays du Sud, l'écart entre les riches et les pauvres dans les pays du Nord où nous sommes, ne cesse de croître, et cet écart, on refuse, 1, de le reconnaître, 2, de l'affronter. Aujourd'hui, après 10 ans de gouvernement socialiste, comment on peut expliquer ces inégalités sociales qui ne cessent de croître ? Mais c'est l'ordre économique dominant. L'ordre économique dominant, tel qu'il marche, tel qu'il fonctionne, ne cesse pas d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Ne cesse pas. Actuellement, quand on a étudié les revenus du travail et les revenus du capital dans les 10 dernières années, on a fait une étude récente, eh bien on sait que les revenus du capital sont beaucoup plus importants que les revenus du travail. La cotation du patrimoine des actions françaises à la bourse a été multipliée par 3 dans ces 10 années. Et les revenus du travail, eux, ont à peine suivi le coût de la vie. Alors, évidemment, nous sommes quand même des privilégiés, mais dans ces privilégiés, le nombre d'exclus, le nombre de chômeurs, que je rencontre ici tous les jours, à côté de la station de métro Fontenay-sous-Bois, il y a maintenant des clochards qui n'existaient pas avant, qui n'existaient pas en 1980, n'est-ce pas ? Bon, alors je sais que le problème est extrêmement difficile. Et alors, 2 menaces sur le monde. 1, l'environnement. 2, l'explosion démographique. Ces 2 menaces, l'ordre économique dominant n'y fait pas face. Il les laisse se développer. Alors, écart entre les riches et les pauvres, entre les nations riches et les nations pauvres, écart entre les riches et les pauvres chez nous. Si vous allez dans les marinas de la Côte d'Azur ou de l'Atlantique, vous voyez chaque année un plus grand nombre de bateaux de plus en plus spacieux. Si vous regardez le trafic automobile, il ne cesse pas de croître. Mais ce trafic automobile qui ne cesse pas de croître est arrivé à un point où ça ne peut plus continuer. Chaque année, il y a 5% de plus d'autos en France, et le trafic routier augmente de 15% par an. Ici même, dans cette rue, ici, là,
Le nombre de camions qui passaient il y a 10 ans était très inférieur à celui d'aujourd'hui. Alors on est en train... Quelles sont les deux grandes industries françaises, si on parle d'emploi? C'est un, les armements. Donc c'est la mort, on prépare la mort, on prépare les armements. Deux, l'automobile. Les armements, c'est la mort à court terme. L'automobile, c'est la mort à moyen terme. Il faut donc, pour sauvegarder le monde, réduire les armements, réduire l'automobile, mais on n'en est pas capable de faire cette réduction en gardant le cadre de l'économie actuelle. Alors, aujourd'hui, être socialiste, ça voudrait dire remettre en cause totalement l'économie mondiale. Mais c'est une tâche extrêmement difficile parce que la France ne pourrait pas la faire toute seule. La France est engagée dans un ensemble, l'ensemble européen, les 12 nations de la communauté économique européenne, l'ensemble mondial, dominé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le GATT, qui nous dit ouvrir toutes les frontières et mettre tout le monde en compétition. Bon ben voilà, quand les bœufs et les vaches de Tchécoslovaquie arrivent sur le marché français, tout de suite, la ruine pour les paysans français, donc on refuse. Alors nous sommes actuellement en face d'une situation absolument dramatique et le gouvernement français camoufle cette situation. Il ne veut pas le reconnaître, il ne parle pas de l'explosion démographique. Tout à l'heure, quand on a parlé du Nord-Sud, il a dit oui, il y a les accords de Lomé. Les accords de Lomé, c'est un petit pourboire qu'on donne aux pays du Sud, mais il est très largement compensé par le fait qu'on applique à ces pays du Sud la loi du marché. Voici le café, le cacao, le coton, le jute, qui étaient payés à des prix corrects de 1950 à 1977 et qui ont permis un certain développement dans le Sud. Voici que depuis, tous ces cours-là s'effondrent. On dit c'est la loi du marché, et il faut leur appliquer la loi de l'offre et de la demande pour ce qu'on leur achète, aussi bien les produits agricoles que les minerais, ou même le pétrole. Eh bien, quand on leur vend les choses, les organisations industrielles, les compagnies multinationales qui leur vendent les choses sont assez bien organisées pour ne pas laisser la loi du marché jouer sur le prix de leurs produits. Alors, échange inégal, endettement, ruine du tiers-monde. Et cette ruine du tiers-monde qui fait que l'Afrique ne fait plus 1% de la production économique mondiale, avec le 6e de la population, cette ruine du tiers-monde, eh bien, se répercute chez nous. Et on est en train de appauvrir l'ensemble du monde. Ça me pose toutes sortes de problèmes. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus et je suis obligé de reconnaître que ce n'est pas un problème facile à dominer. Quand M. Mitterrand a dit tout à l'heure qu'il était socialiste, vous avez eu l'air surpris. Mais non, il n'est pas socialiste. D'abord, il ne l'a pas été. M. Mitterrand est entré en politique en France au lendemain de la guerre. M. Mitterrand appartenait à l'UDSR, un groupement centre-gauche, il n'était pas un groupement socialiste. M. Mitterrand s'est joint au Parti socialiste au congrès d'Épinay. Je n'ai plus l'année du congrès d'Épinay, mais il s'y est joint à ce parti au moment où il a vu qu'il pouvait prendre la tête de ce parti et donc ainsi accéder un jour à la présidence de la République. Mais ce n'est pas dans sa... Quand on organise la politique française autour des pays riches, autour du G7, on n'est pas socialiste. On est en parole, mais on n'est pas en action. Alors, en 1974, il a été un de vos adversaires. Donc, vous avez écouté ses discours politiques. Est-ce qu'ils étaient les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Non, parce qu'il promettait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, évidemment, il n'est plus capable de promettre ce qu'il a promis. Quand il a promis en 1981, à sa première élection, que s'il était élu, il n'y aurait jamais 1 million de chômeurs en France, sa première promesse n'a pas été longtemps tenue, puisqu'on a dépassé le million de chômeurs peu de temps après son élection. Actuellement, on a cherché à sortir du système économique du capitalisme en 1981-1982, mais on y a cherché sans avoir les moyens de le faire. On était déjà engagé dans la communauté européenne, donc c'était déjà plus difficile. Et quand on a voulu sortir, augmenter l'emploi, sortir du chômage par l'augmentation du pouvoir d'achat, on s'est vite aperçu que cette augmentation du pouvoir d'achat aboutissait, comme l'économie française n'était pas prête à augmenter d'autant la production,
a augmenté les importations, donc a augmenté l'endettement, et l'endettement de la France a atteint en 1983 un niveau tel qu'il a fallu vite s'arrêter. Alors, en 1974, vous aviez voté pour François Mitterrand, qui n'a pas été élu. Oui. Et en 1981? En 1981, j'ai hésité beaucoup, beaucoup plus qu'en 1974. En 1988, encore plus, parce que à droite, c'est pire, mais vraiment, je ne pense pas que je voterai pour lui, pour son successeur socialiste, aux prochaines élections.